Salut, ça va vous? On enchaîne, hein, on a du boulot aujourd'hui avec pas moins de 6 bouquins à discuter. Et comme j'ai envie de garder un bon rythme, on va réduire à maximum l'introduction. Bon, juste le temps de dire que si cette vidéo ne sort pas en février, je pète mon crâne. Hein. Vous l'aurez entendu ici en premier, comme ça je suis obligé de me bouger. Bon, entre le temps où j'ai écrit cette introduction et le temps où je tourne, de l'eau a passé sous les ponts, on est le 25 février, je crois que je vais devoir péter mon crâne. Mais attention, hein, on fait tout de même les choses bien ici. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Des zinzins pas si zinzins que ça qu'on enferme malgré elle, un jeune couple qui emménage à New York et ça tourne mal, de l'anticipation nulle. Je spoil mon avis mais bon, t'inquiète. La conclusion de la trilogie Wayward Pines. On va discuter aussi du début, tout bonnement, de l'histoire de l'humanité par Eric Emmanuel Schmitt l'ambitieux. On va discuter aussi de l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle des États-Unis, vue par un teuteux. Alors, qu'est-ce que j'ai lu en novembre? Alors, depuis fin septembre, je participe à un book club près de chez moi. On boit des cafés, on mange des délicieuses pâtisseries et on parle de bouquins. On parle de bouquins et ça, c'est trop cool. Ça concrétise aussi un peu ce que je cherchais avec cette chaîne YouTube, c'est de discuter de bouquins qu'on a appréciés ou non, tranquillement, quoi, sans pression. Et donc, un mois sur deux, on choisit un thème de lecture commune avec 2-3 bouquins. Et c'est dans ce contexte, du coup, que j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass, la fille de Jeanne Masse, chanteuse de En rouge et noir. Enfin, Le bal des folles, c'est publié en 2019 aux éditions Albin Michel. C'est le premier roman publié de l'autrice. Elle avait déjà publié un guide de cuisine publié aux États-Unis sur la cuisine française. Et donc, Le bal des folles, c'est un succès immédiat. Ça a été traduit en 25 langues, vendu à plus de 500 000 exemplaires, adapté en un film sur Prime Video par Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent. Et donc, suite à la publication du bal des folles, Victoria Mass, elle a remporté de nombreux prix, dont le Grand Prix Stanislas du premier roman ou le prix Renaudot des lycéens. Et alors, il raconte quoi ce premier roman? Et d'abord, pour le contexte, on est à la fin du 19e siècle à Paris. Et tous les ans, l'hôpital de la Salpêtrière, il organise un bal des folles auquel est invité le gratin aristocrate et bourgeois de Paris. Ce bal, c'est l'expérience de l'éminent, pour l'époque, l'éminent docteur Charcot, qui est un célèbre neurologue, qui est une figure très controversée aujourd'hui. Mais ce bal des folles, c'est surtout une exposition de la folie auprès de gens censément normaux. On va suivre dans ce contexte le personnage d'Eugénie, qui est une jeune bourgeoise un peu trop moderne pour sa famille. Elle a le malheur, ou le bonheur, mais surtout le malheur de communiquer avec les esprits. Et donc quand ce secret va s'ébruiter, son père va l'enfermer à la Salpêtrière, qui est un peu entre hôpital psychiatrique et prison, dans lequel elle va rencontrer des femmes comme elle, qui ont été injustement enfermées. Et alors qu'est-ce que j'en ai pensé du bal des folles? C'est évidemment un sujet très important, mais je trouve pas très bien traité dans ce bouquin. Le cadre est réaliste, voire réel. La Salpêtrière, le docteur Charcot, tout ça, ça existait. Hein. Le personnage principal, comme je vous disais, Eugénie, elle voit des esprits. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle les voit vraiment, puisque les esprits communique à Eugénie pour lui donner des informations qu'elle ne connaîtrait pas d'elle-même et que personne d'autre ne peut connaître. Dans ce cadre réel du docteur Charcot, de la Salpêtrière, on a un élément fantastique qui, je trouve, dessert vachement le propos du roman. Ce qui est remis en question, c'est l'internement injuste des femmes, mais pour autant, avoir l'impression de voir des esprits, communiquer avec des esprits, ça révèle de la pathologie, et d'une pathologie assez grave, parce que un des esprits pourrait commander à Eugénie de tuer un tel, de faire du mal à un tel, ce qui conditionne à la pathologie, et donc au traitement et donc potentiellement à l'internement. Donc j'ai du mal à voir l'internement injustifié dans le cas précis d'Eugénie. Bref, je trouve que le style est aussi un peu trop conventionnel, presque trop léger pour traiter d'un sujet aussi grave, et du coup que le roman il tombe un peu à l'eau dans ce qu'il souhaite raconter. Il y a néanmoins des témoignages très touchants de femmes véritablement injustement enfermées à cause des hommes, mais on ne prend pas le temps de vivre assez avec ces femmes qui sont à l'hôpital, on ne prend pas assez le temps de les connaître, et c'est vraiment dommage. J'ai l'impression qu'on passe à côté du propos du roman à cause d'une narration et de dialogues qui sont pas à la hauteur. C'est dommage. Ensuite, et je crois bien qu'il y a un peu le lien avec le bal des folles, très vite fait, mais j'ai lu Un bébé pour Rosemary. Un bébé pour Rosemary, c'est un court roman d'horreur écrit par Ira Levin et publié aux États-Unis en 1967. Puis l'année d'après en France, grâce à la maison d'édition Robert Laffont. Donc j'ai trouvé cette hilarante édition très kitsch de poche chez J'ai lu. Elle date de 1983. Le roman, il m'a été chaudement recommandé dans le book club précédemment mentionné. Je m'y suis donc rapidement jeté dedans. Ça faisait quelques mois que je l'avais déjà chez moi. Le succès du roman était, je suppose, très attendu parce que les droits d'adaptation, ils ont été vendus avant la publication du livre. Et le film, il sort au cinéma en 1968 avec en tête d'affiche Mia Farrow, qui est une actrice qui est toujours en activité maintenant. Il y a un succès d'estime qui en fait un film culte aujourd'hui. Le bouquin, c'est une référence de l'horreur qui a inspiré entre autres Stephen King, bien sûr, et qui est toujours aussi profondément ancré dans la culture pop. En 2024, il y a une série préquelle qui est sortie, intitulée Appartement 7A, avec Julie Garner, qui joue
le Silver Surfer dans le dernier 4 Fantastique. Alors il se passe quoi dans Un bébé pour Rosemary? Et ben on va suivre Rosemary et Guy, et les deux ils viennent de se marier. Elle est femme au foyer, lui c'est un jeune acteur mais qui galère un peu, hein. Et les deux ils veulent avoir un appartement à New York. Ils jettent leur dévolu sur un immense appartement, un superbe appartement de 5 pièces dans un superbe quartier. Mais bon, apparemment il y aurait un sataniste qui aurait vécu dans cet appartement il y a quelques années, un sataniste très connu et très effrayant. Mais bon, t'inquiète. Les voisins ils sont aux petits soins avec Rosemary et Guy. Ils accueillent le couple comme si c'était leurs enfants. Et Guy, il trouve enfin un rôle qui pourrait lui permettre de mettre la nouvelle famille à l'aise, parce que Rosemary et Guy ils veulent un enfant. Lorsqu'elle va tomber enceinte, il y a des événements perturbants qui vont s'enchaîner, et Rosemary elle va sombrer, à raison ou non, hein, dans une paranoïa qui menace gravement sa santé mentale et la santé de son enfant. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé d'Un bébé pour Rosemary? Et bah c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. J'en attendais pas beaucoup et j'étais très agréablement surpris. Ça commence tout doucement, presque lentement, et les événements ils viennent crescendo ensuite. Les choses elles viennent bizarres autour de Rosemary vraiment au fur et à mesure, et ce rythme là c'est vraiment une réussite du roman. Rosemary elle enquête elle-même sur ses voisins, sur ce qui lui arrive à elle, sur ce qui arrive dans l'appartement, sur ce qui arrive à son enfant pendant sa grossesse, et cette enquête et les révélations qui en découlent sont vraiment top. On apprécie Rosemary pour sa force mentale autant qu'on apprécie détester les voisins de l'immeuble. C'était plutôt simple mais vraiment très appréciable et plutôt flippant. Tout est fait pour que le personnage de Rosemary tombe dans la paranoïa, en lien avec les clichés misogynes des années 60 où la femme n'est pas crue, où la femme a absolument besoin d'un homme pour s'occuper d'elle-même. Enfin bref, le lecteur il tombe dans la paranoïa lui aussi et c'est vraiment très très bon. Je pense bien que c'est la recommandation du mois pour moi. On continue avec les vieux romans de genre, on pourrait presque les appeler des classiques, hein, avec Soleil Vert, qui est un roman de science-fiction écrit par Harry Harrison, publié en 1966 aux États-Unis mais en 1974 en France grâce aux presses de la cité. Je crois bien que ça fait quelques années que je veux le lire, Soleil Vert, tellement longtemps que je me souviens plus des raisons pour lesquelles je veux le lire. Certainement l'adaptation du bouquin, sorti en film en 1973, que j'ai jamais vu mais qui a très bonne presse, je sais plus, hein. Bien évidemment tu sais déjà, j'adore la science-fiction, et parmi tout ce qu'englobe ce genre littéraire, j'adore la dystopie que promettait donc Soleil Vert. Harry Harrison, j'adore son nom déjà, évidemment, Harry Harrison. Il est surtout connu pour ce roman un peu méconnu, il a écrit beaucoup d'autres choses, peu connues aussi en tout cas pour moi. Et alors on parle de quoi dans Soleil Vert? On est en 1999 à New York, mais c'est 33 ans dans le futur, hein, rappelons-le. Et ça va pas fort. La surpopulation, c'est un problème planétaire, et c'est d'autant plus marquant dans La Grosse Pomme. Il y a 35 millions d'habitants qui se partagent la ville, donc qui dorment dans la rue, qui dorment dans les halls d'immeubles, dorment dans de minuscules appartements où plusieurs familles doivent cohabiter. Et dans ce contexte peu rigolo, on suit Andy Rush, qui est un inspecteur de police de 30 ans, et qui vit dans une demi-pièce qu'il partage avec Sol, un ingénieur à la retraite. Andy Rush, il va enquêter sur le meurtre d'un mafieux, alors que la société est en train de vriller en émeute générale à cause d'un manque d'eau et de nourriture et tout ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Soleil Vert? Eh ben, bonjour la déception. Le contexte était pourtant très intéressant, un futur dystopique pas si lointain, un problème de surpopulation et ses conséquences, sauf que c'est juste un contexte pour un roman pas ouf. On n'en fait rien de cette situation. Il y a un mafieux qui meurt à la suite d'un cambriolage, donc de manière assez accidentelle, et le personnage principal, le flic, il doit enquêter, et c'est globalement tout, voilà. Ah si, il chope la copine du mafieux, bien sûr, elle est maléfique, et lui, par contre, on parle jamais de son physique. Ça pue le male gaze à plein gaz. La première fois que le personnage principal voit ce personnage féminin, et donc que le lecteur fait sa connaissance aussi, et ben elle est nue. Et donc, avant même qu'elle ouvre la bouche, qu'elle dise un truc, c'est un objet de fantasme. Bof. Alors ok, le roman a 60 ans, mais bon, ça a très mal vieilli. L'enquête, elle est pas intéressante, elle patine par un manque de moyens, elle mène pas à grand chose, elle va un peu nulle part. Tout le monde est évidemment misérable, tout le monde s'embrouille. Non pas que ça me dérange habituellement, mais là, vu que l'intrigue est nulle, ça en devient pire. À éviter, j'aurais dû éviter. On enchaîne avec la lecture de la conclusion de la trilogie Wayward Pines, épisode 3, Destruction. Ça me tient en haleine depuis janvier 2025 et la lecture du premier tome. Wayward Pines, c'est une trilogie écrite par Blake Crouch et publiée entre 2012 et 2014 par J'ai lu en France, et la publication a été récupérée par Game Master pour sa collection de poche Totem en 2024. J'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup discuté de Blake Crouch ici, à raison, hein. Mais du coup on va aller assez vite pour le présenter. Déjà parce que la vidéo est assez longue. J'ai rencontré le bonhomme aux Utopiales 2025, il avait l'air très sympathique, quoique exténué de l'événement. Avant Wayward Pines, j'avais lu l'exceptionnel Dark Matter, que je ne peux que vous conseiller, qui est un texte très pertinent et très intéressant sur le multiverse, qui a eu son adaptation en série télé par Apple TV+, tout comme Wayward Pines, qui a
été adapté entre 2015 et 2016 par Night Shyamalan. Plein d'autres bouquins de Blake Crouch à lire dans ma besace. J'ai Upgrade, j'ai Récursion. Donc on va vite reparler du fictif. Alors, bien évidemment que je vais pas vous dire ce qui se passe dans le 3e tome de Wayward Pines. On va plutôt parler du synopsis du 1er tome. L'agent des services secrets américain Ethan Burke a subi un grave accident de voiture. Il se réveille sur la berge d'une rivière et il titube jusqu'à la ville de Wayward Pines, qui est la ville la plus proche, mais qui semble bloquée dans les années 50. Ethan, il a plus de papier sur lui, il a plus son permis, sa carte d'identité, il a plus de téléphone, il a plus rien, et le coéquipier avec lequel il est arrivé a disparu. À l'origine, les deux ils s'étaient envoyés dans cette région des États-Unis pour enquêter sur la disparition de deux de leurs collègues dans d'étranges circonstances. Alors qu'Ethan il mène l'enquête sur où il est, ce qui se passe, pourquoi ses collègues ont disparu, il s'aperçoit que le petit village tranquille de Wayward Pines cache une immonde vérité. Alors qu'il ne peut pas contacter sa famille, il semble ne plus pouvoir quitter cette étrange ville. On va juste dire que dans le 3e tome, Ethan Burke il vit avec les conséquences des révélations des 2 tomes précédents. Et alors qu'est-ce qu'on en pense de cette conclusion? Ouais. Je suis pas vraiment convaincu par la conclusion de la trilogie, par ce 3e tome. Globalement, lors du 2e tome, le personnage principal de la trilogie fait une révélation fracassante à tous les habitants de Wayward Pines, révélation qui les met un peu tous en danger. Dans ce tome final, et sans spoiler quoi que ce soit, il s'agit de la survie des habitants, qui sont attaqués par une force extérieure. Et c'est tout, c'est globalement tout. Le roman, il raconte pas grand chose. L'intrigue, elle est très répétitive. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. C'est mouvementé sans être compréhensible, puisque toutes les scènes d'action se ressemblent vraiment beaucoup. Et je pense vraiment que la trilogie Wayward Pines aurait pu, honnêtement, ne faire qu'une duologie ici. Il y a bien 200 pages sur les 360 que comporte ce tome final, peuvent être facilement supprimées. Et le reste collé au tome précédent, qui était déjà bien long. On a l'impression que l'intrigue a été étalée pour avoir une trilogie, alors que 2 tomes suffisent amplement pour toute l'histoire de Wayward Pines, et donc un seul pour conclure l'histoire, qui serait une condensation des 2 derniers. Je comprends vraiment pas l'intérêt de ce 3e tome qui déçoit. On y ajoute aussi un triangle amoureux qui n'a pas vraiment de sens et qui mène franchement à rien. Et on sent ce triangle amoureux aussi forcé qu'inutile. La conclusion reste satisfaisante, mais il y a quand même beaucoup de frustration. Le 5e bouquin lu en novembre, c'est Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. Le roman est publié par Albin Michel en 2021. Moi j'ai le livre de poche, parce que j'adore les poches, c'est beaucoup pratique. C'est le 1er tome d'une saga extrêmement ambitieuse qui s'intitule La traversée des temps. Eric Manu n'a pas froid aux yeux et son ambition est tout bonnement d'écrire l'histoire de l'humanité sous forme romanesque. Pour ça, une série de 9 romans est prévue, dont le 5e sort en octobre 2026. Chaque tome se concentre sur une période de l'histoire de l'humanité qui a bouleversé l'avenir de la race humaine. Donc le premier étudie la fin du néolithique, le 2e la civilisation mésopotamienne, ensuite on va voir l'Égypte antique, la Grèce, bref. Véritable homme de lettres, Eric Emmanuel Schmitt est auteur, dramaturge, nouvelliste, romancier, tout ce que tu veux. Il est élu à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, il est membre de l'Académie Goncourt, bref, il pèse énormément dans le game, il a beaucoup publié avec beaucoup de succès. Et alors on parle quoi dans ce 1er tome de La traversée des temps? Alors il y a 2 récits en parallèle dans ce 1er tome, et dans les suivants aussi je suppose. Le premier il se déroule de nos jours, on suit un type nommé Noam qui se promène dans le monde d'aujourd'hui et qui constate que la situation n'est pas très bonne. Top. Alors il entreprend d'écrire son histoire à lui, histoire de donner une leçon à l'humanité, de l'alerter, je sais pas. Ouais, parce qu'il s'avère que Noam est immortel. Il est né il y a plus de 10 000 ans, lors du néolithique, donc lors de la naissance de l'agriculture, de la domestication des plantes et des animaux, une période durant laquelle l'homme se sédentarise, devient agriculteur, des petits villages se forment, voilà. Lors de ce 1er tome, il va raconter ses débuts, quoi. Il est fils de chef de village, destiné à devenir chef à son tour. Voilà, il va raconter comment il devient immortel aussi, tout ça. Et alors, est-ce qu'on a aimé ou pas? Et c'était très cool. C'était très cool. La narration d'Eric Emmanuel Schmitt est impeccable. Il épate par son style, son phrasé est génial. Il utilise l'accumulation plusieurs fois pour étayer son propos. C'est beau, c'est poétique, j'adore. On est face à un roman d'aventure qui pourrait paraître banal, mais qui se passe dans une période historique qui est peu explorée, en tout cas que je connais mal, et qui nous fait sortir d'une banalité qui est cool. Voilà. C'est riche, c'est étoffé, c'est fort en révélation et en twist, mais attention à un truc qui m'a dérangé, un point faible que je considère, mais qui revient souvent dans les bouquins. Je retrouve souvent ça en littérature et ça me fatigue un peu. Je sais pas comment ça s'appelle, ça doit sûrement avoir un nom, mais je vais vous donner un exemple. Tu vois, il y a 2 personnages qui discutent, et l'un dit à l'autre qu'il a quelque chose d'important à lui révéler. Donc il est en train de commencer, et puis non, il s'arrête, c'est trop tôt. Soit par un événement, soit de lui-même il s'arrête. Et en fait, Eric Emmanuel Schmitt, il emploie ça plusieurs fois dans le roman, que ce soit entre 2 personnages, mais aussi depuis le narrateur en lien avec le lecteur. En vrai, ça fatigue. Ça fait monter le suspense artificiellement, plutôt que de le construire habilement, et de lâcher une révélation au moment où on s'y attend pas. Là du coup, ça bâtit des attentes, autant que ça fait monter la frustration. On sent qu'on est dans le faux, que ça fonctionne pas, et
dans le roman ça se répète beaucoup. Et du coup ça fait un peu sortir d'un roman qui est autrement génial. Et enfin pour conclure cet interminable mois de novembre, j'ai lu Forrest Gump de Winston Groom. Forrest Gump c'est publié aux États-Unis en 1986 et j'ai là l'édition de chez Gale Master, encore une fois dans sa collection Totem, qui reprend la DA du film, la chemise bleue à carreaux, la boîte de chocolat et tout. Winston Groom il n'est pas hyper connu, encore moins en France, et son héritage artistique peut se résumer à ce roman en particulier. Mais il a beaucoup écrit aussi sur les guerres américaines, lui-même ayant participé à la guerre du Vietnam. C'est Forrest Gump qui lui apporte la gloire, mais en fait surtout le film de Robert Zemeckis, parce que 9 ans plus tard, 9 ans après la publication, en 1995, sort le film Forrest Gump avec Tom Hanks et Robin Wright en tête d'affiche. Avant le film, le bouquin il avait été imprimé à 30 000 exemplaires, alors qu'après le film, on a 1,4 million d'exemplaires vendus. Voilà. Le film est un succès au box-office, autant qu'un succès d'estime, parce qu'il va remporter plusieurs Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleur scénario adapté, meilleur effet visuel, meilleur montage. D'ailleurs, pour l'anecdote, Winston Groom, il a longtemps été en procès avec le studio de production, la Paramount, puisque le studio a essayé de flouer l'auteur quant à l'argent qui lui était dû suite au succès du film. Winston Groom, il avait signé un contrat où il devait remporter 3% du box-office net du film, soit environ 11 millions de dollars, et en a reçu 0. Le studio sortait comme excuse que oui, les coûts de production avaient été plus chers, machin, chouette. Bref, il a gagné son procès. Le studio a acheté très cher les droits d'adaptation de la suite de Forrest Gump, intitulé Jump & Co. Mais bon, le film n'est jamais sorti. Mais bon, revenons au bouquin. De quoi parle Forrest Gump? On va faire très vite, surtout que je pars du principe que tout le monde connaît à peu près le film, de près ou de loin. Donc on va suivre le personnage éponyme Forrest Gump, qui est un gentil idiot, qui vit tout un tas d'aventures qui sortent du commun, grâce à sa sympathie, sa chance et sa taille, parce qu'il atteint les 2 mètres à 16 ans. Champion de football universitaire, héros de la guerre du Vietnam, champion de tennis de table, catcheur, patron du Grand Prix, astronaute, tout un tas d'événements démentiels. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé de Forrest Gump, le bouquin? Et ouais, déçu. Le bouquin n'est pas à la hauteur du film de Robert Zemeckis. Ça démarrait bien, on avait un Forrest bien stupide comme il est censé être, comme il est décrit dans le bouquin, bien sûr. Et les événements du bouquin restaient cohérents et donc crédibles. Grand et fort, il est détecté pour devenir joueur de football américain, mais il comprend pas bien les règles. Il est recalé parce qu'il est trop nul en cours. La première moitié du bouquin est une bonne leçon de persévérance. Quand on veut, on peut, on se donne les moyens, parce que tout reste crédible. Forrest devient, comme dans le film, malgré lui, un héros de la revendication anti-guerre, surtout anti-guerre du Vietnam. Mais je sais pas, au bout d'un moment, le roman il perd le fil de lui-même. Forrest Gump il part dans l'espace avec un singe qui n'est pas le singe qui aurait dû partir. Le vaisseau il s'écrase dans un club cannibale. Du coup, le roman il perd de son sens pour plonger dans l'absurde complet. En plus, Forrest Gump il perd de sa stupidité pour devenir assez intelligent, sans vraiment de raison, sans que ça soit expliqué. Du coup, il devient chef d'une entreprise à succès. On sait pas d'où ça vient, et c'est un peu à l'encontre du propos du roman. On a clairement un bouquin et un auteur qui ont eu marre d'avoir un personnage principal limité à la moitié du roman et qui l'ont rendu intelligent. Sauf que c'est contre toute la première moitié du récit. Donc bon, le film est bien meilleur. Regardez le film, ne lisez pas le bouquin. Voilà tout pour novembre. Merci à tous pour l'écoute de cette trop longue vidéo. Il reste encore 2-3 personnes d'un coup. Bon, mais j'en avais gros sur la patate apparemment, j'avais beaucoup à dire. Un mois de novembre plutôt frustrant, et je pense que c'est pour ça que c'est long. Avec quelques déceptions, mais on va se refaire la cerise au mois de décembre. On discutera du meilleur roman du 21e siècle selon le New York Times, du retour de ton sorcier préféré, d'un roman de fantasy plutôt surcoté. Et là, je risque de me faire taper sur les doigts pour celui-ci. On va aussi parler du chef-d'œuvre de Barbara Kingsolver, d'un essai/enquête qui m'a retourné l'estomac. Et enfin, d'une bibliothèque pendant la nuit ou un truc du genre. Alors à très vite, salut!